Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier que nous ouvrons aujourd'hui, chers amis, est abondamment alimenté par un compte-rendu remarquable. Il faut dire que les documents en question sont dus à un policier qui a suivi cette affaire de très près. C'est donc avec une logique et une précision digne de son métier qu'il expose les faits. Comme de plus ce policier est allemand, vous vous doutez de la rigueur implacable de son exposé. Pourtant, vous voyez comme les choses sont bizarres. Il y a dans ce dossier apparemment impeccable, comment dire, une bizarrerie, une incongruité. Oh, moi-même ébloui par la netteté quasi administrative du document, je ne me suis à la première lecture rendu compte de rien. C'est alors que Grégory Franck, qui a préparé ce dossier, m'a fait remarquer le bizarre détail. Et j'avoue que depuis, j'ai beau tourner et retourner la chose dans tous les sens, je ne trouve pas d'explication. Aussi, à votre tour, je vous invite à suivre attentivement cette histoire et à essayer d'y relever ce qui ne cadre pas avec la logique. De toute manière, je vous donnerai la solution à la fin, mais peut-être le titre choisi vous mettra-t-il sur la voie, puisque ce titre, c'est, curieusement, des victimes très habillées. Décembre 1949, Berlin. Berlin ravagé par la guerre, Berlin où l'on vit au milieu des ruines, Berlin coupé entre les occupants de l'Est et de l'Ouest, mais où l'on circule encore couramment entre les différents secteurs. C'est même assez profitable de circuler. Un vaste marché noir s'est installé comme en tous les lendemains de guerre, et l'on peut, grâce à diverses combinaisons, faire en peu de temps beaucoup d'argent. Il suffit de savoir bien acheter et revendre les Deutschmark, car la monnaie occidentale a infiniment plus de valeur que la monnaie orientale. Voilà donc dans quel cadre a lieu le 5 décembre 1949 la première atroce découverte. Au milieu des ruines de la Borsigstrasse, en plein secteur soviétique, on trouve à peine dissimulés des morceaux d'un être humain. 2 jambes, du genou au pied, une cuisse gauche et un bras gauche, le tout appartenant manifestement à un homme. L'abominable inventaire n'est pas terminé puisque 4 jours plus tard, le 9 décembre, voici un tronc d'homme sans vêtements qui apparaît à ceux qui fouillent des ruines. Mais ces ruines-là sont dans Schillerstrasse, sur le secteur britannique. L'épouvantable puzzle est enfin complété le 14 décembre, avec la tête, la cuisse droite et le bras droit, trouvés à nouveau en secteur soviétique, mais dans une autre rue que la première fois. Les médecins légistes n'ont pas grand mal à déterminer que le tout constitue un même individu, lequel a connu un sort semblable à celui de la ville, se voir partagé entre différents secteurs. Le travail a été remarquablement fait, notent les médecins, d'abord meurtre par strangulation, à l'aide d'une cordelette, et terminé à la main. Une méthode propre, discrète, efficace. Quant au partage de la victime, là aussi, du travail, dirait-on, de professionnels. Coupure nette, l'articulation trouvée du premier coup, le tout à l'aide d'un fort couteau, mais sans l'emploi de hache ou de scie. À tel point que les médecins sont obligés de se poser la question. Ne se trouve-t-il pas en présence de l'œuvre d'un confrère? Oui, ils doivent en convenir. Seul un médecin peut manifester une telle connaissance pratique de l'anatomie humaine. Mais ils ajoutent très vite, un médecin fou. Et puis, à tout hasard, pour l'honneur de la corporation, ils suggèrent, ou bien peut-être un boucher. Et par un réflexe équitable, ils complètent un boucher fou, bien sûr. Il faut maintenant identifier le malheureux qui fait l'objet de ces sombres pronostics. Mais c'est Hermann, pas de doute. C'est notre pauvre Hermann. Parmi
Les familles qui déplorent des disparitions récentes et défilent à la morgue après la lecture de l'avis passé dans les journaux, voici les frères Seidelman. Ils sont formels, c'est bien leur pauvre Hermann, le 3e Seidelman, qui gît en pièces détachées devant eux. La preuve, le pied droit. Mais oui, le pied droit. Il porte encore en dessous un pansement adhésif, et figurez-vous que notre pauvre Hermann se plaignait de subir à cet endroit la présence d'un œil de perdrix récidiviste. Mais il était courageux. Il circulait quand même beaucoup pour les besoins de son métier. Hermann Seidelman était commerçant. Il demeurait en Saxe, côté soviétique, et descendait assez souvent chez ses frères et sœurs, à Berlin, secteur britannique. Il achetait différentes marchandises pour les revendre en Saxe. En l'occurrence, il avait concilié ses activités avec un pénible devoir familial. Depuis le 17 novembre, il séjournait chez ses parents, ayant assisté le 18 aux obsèques de leur maman. Il avait prolongé ce déplacement pour opérer quelques négociations commerciales. Le chagrin n'exclut pas le sens pratique. Il devait repartir le 4 décembre, le 2 au soir. Il avait acheté des marques à des changeurs à la sauvette, près de leur centre principal, la gare du Zoo de Berlin. En rentrant, il avait fait ses comptes, mais avait explosé de colère. « Mais je me suis fait rouler! Ils m'ont eu 200 unités, hein, les crapules! Tiens, demain je retourne là-bas, et si je leur mets la main dessus, tiens, je récupère mon argent. » Effectivement, le lendemain, 3 décembre, il était parti pour la gare, et vers 16h, il rentrait au magasin de son frère, trempé comme une soupe et de plus en plus furieux. Tout ce que j'ai réussi à prendre, c'est l'orage. Et peut-être un bon rhume par-dessus le marché. Allez, je vais me changer, mais j'y retourne, hein. Je vais les chercher encore. Mais tu perds ton temps, Hermann. Tu crois qu'ils sont assez fous pour revenir le lendemain et risquer de tomber sur toi? Ils savent que tu n'es que de passage, ils ne sortiront pas le nez dans ce quartier avant quelques jours. Non, tu ferais mieux d'avouer que tu as été refait. Tu feras plus attention la prochaine fois. Reste donc au chaud jusqu'à l'heure de ton départ, plutôt que de ressortir sous cette pluie et d'attraper la mort. Hermann n'avait rien voulu entendre, et la mort l'avait attrapé. Au sens propre du mot d'ailleurs, puisque sa famille ne l'avait plus revu qu'en morceaux sur la table de la morgue 2 semaines plus tard. Notre malheureux frère a été victime d'un assassinat, conclut tristement les Seidelman. Réflexion pleine de bon sens. Étant donné l'état du malheureux, un accident ou un suicide sont assez peu vraisemblables. Pour les policiers, première hypothèse. Hermann Seidelman a retrouvé son trafiquant, il réclame son argent, l'autre l'attire dans un guet-apens et lui fait subir le sort que l'on sait. Pour 200 marks, c'est un bien gros risque. Mais sait-on jamais de quelles sottises sont capables ces petites crapules du marché noir qui gagnent leur vie au petit pied autour de la gare du Zoo? Ah oui, mais la petite crapule tuant pour 200 marks, ça ne colle plus du tout avec les connaissances médicales supposées de celui qui a fait le travail. Alors une équipe. Le trafiquant qui tue, le médecin qui prend le relais pour découper le pauvre Hermann, puis le truand qui va en disperser les restes dans les ruines. Peu probable pour un profit aussi mince. Bien entendu, la rafle effectuée à la gare ne donne rien, personne n'a vu, personne n'a remarqué un homme correspondant de près ou de loin au portrait de la victime. Non, rien vu, rien remarqué. Les interpellés le jurent à ces messieurs de la police, on peut les croire sur parole. Alors on relâche tout le monde. Pour quelles raisons les garderait-on? Les liasses des différentes monnaies qu'ils ont dans leur poche, mais c'est pour faire leur commission, bien sûr. D'ailleurs, à Berlin, en 49, tout le monde transporte sur soi des Deutschmark de l'Est et des Deutschmark de l'Ouest, n'est-ce pas, messieurs les policiers? Non, vraiment, on ne va pas les garder pour cela, d'autant plus que les prisons sont déjà trop pleines et reviennent bien assez cher à l'État. Alors on remet tout ce petit monde dehors, on le laisse retourner à son trafic, qui reprend d'ailleurs bien vite à cause de l'approche des fêtes de fin d'année. On laisse quand même par principe autour de la gare du Zoo quelques policiers en civil aussi discrets que des coqs de bruyère au milieu d'un élevage de faisans, et on se pose officiellement des questions. Les fêtes se passent. L'année 1950 arrive avec toute la solennité et les promesses dues à son chiffre symbolique. On oublie presque le pauvre Hermann qui est allé sous 6 pieds de terre attendre le jour du jugement dernier pour retrouver son intégrité. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. C'est le 4 janvier 1950 que l'affaire Seidelman rebondit à travers une autre trouvaille macabre. Dans les ruines du secteur soviétique,
On trouve le cadavre d'une femme. Si les policiers prononcent à nouveau le nom de Seidelman, c'est parce que cette femme a été également découpée en morceaux, après avoir été étranglée, toujours avec une cordelette d'abord, et les mains ensuite. Même travail de professionnel, mais cette fois, le tronc, la tête et les membres ont été retrouvés au même endroit. Le tronc était enveloppé de lingerie, et d'autres sous-vêtements se trouvaient à côté, un soutien-gorge rose, un slip bleu raccommodé à l'entrejambe, une gaine rose claire, une chemisette blanche, une chemise de corps rose, un gilet pour homme en flanelle rayé bleu et une veste de pyjama. Cette fois, l'identification est effectuée par les policiers eux-mêmes car ils ont reçu en date du 29 décembre 1949 un avis de disparition au nom de Madame Doris Merten de Spandau. Cet avis est accompagné d'un signalement assez précis pour ne faire aucun doute, c'est bien elle que l'on vient de retrouver en morceaux. Dans la déclaration jointe à cet avis était précisé le dernier emploi du temps connu de la disparue, et cet emploi du temps permet de mettre immédiatement la main sur un suspect important dont l'interrogatoire va réserver bien des surprises. En effet, le témoin venu signaler la disparition le 29 décembre 1949 avait déclaré que cette dame était venue le visiter le 26 décembre et l'avait quitté vers 21h. Elle devait se rendre chez une infirmière de Charlottenbourg en secteur britannique et de là, aller retrouver sa sœur. Or, la sœur de Doris n'avait pas vu celle-ci le 26 au soir, ni d'ailleurs depuis cette date. Donc, déduction immédiate pour les policiers, l'infirmière est la dernière personne à avoir vu Doris Merten vivante. Infirmière. Voilà une piste non négligeable pour un semblable crime. Une infirmière possède des connaissances anatomiques et pratiques. Enfin, on voit quand même assez mal une femme faisant cet horrible travail de strangulation, de découpage, puis de transport des restes. Il faut pour cela une force, une énergie. Les femmes préfèrent le poison ou le revolver de petit calibre, c'est bien connu. Néanmoins, cela vaut la peine d'entendre en détail l'infirmière, ne serait-ce que comme témoin principal. Elle se nomme Elisabeth Cusian et demeure, je vous l'ai dit, en secteur britannique. Les enquêteurs s'y rendent et là, ils sont forcés de se dire que cette piste n'est sûrement pas la bonne. Elisabeth Cusian a 35 ans, ni laide ni jolie, mais sympathique et agréable à regarder. Mais surtout, elle habite dans une maison où loge sa propriétaire, la mère de celle-ci, et une autre locataire. Elisabeth occupe une seule chambre, qui est loin d'être petite, mais qui est fort encombrée. Au mur, un papier vieillot aux motifs abondants, des rideaux avec d'autres motifs, des petits cadres un peu partout. Et dans la pièce elle-même, un lit, un divan, une table, un bureau, un gros poste de radio, un lampadaire, des chaises et plusieurs petites tables basses ou des certes. Sur l'une d'elles, d'ailleurs, on note un détail charmant et touchant dans la chambre d'une femme seule. Un petit sapin de Noël, encore tout décoré, qui commence à perdre ses aiguilles. « Attention, ne le bousculez pas », demande Elisabeth au policier. Non, décidément, non, ce n'est pas cette jeune femme qui a pu commettre ce ou ces crimes, et surtout pas dans cette pièce, dans cette maison, avec ce voisinage. Néanmoins, on prie quand même l'infirmière de venir déposer dans les locaux de la police, et là, elle se disculpe totalement. Oui, Doris Merten était bien venue la voir le 26 décembre, mais elles étaient ressorties ensemble, et Elisabeth avait laissé Doris à la gare du Zoo. Elle allait chez sa sœur, je crois, monsieur le commissaire. Même qu'en me quittant, elle m'a dit qu'elle espérait attraper encore sa correspondance à Alexanderplatz, car il était presque 23 heures. Vérification faite, il faut effectivement changer à Alexanderplatz pour aller de la gare du Zoo au domicile de la sœur de Doris. Cela vous a un ton de vérité qui ne trompe pas. Tout soupçon sur Elisabeth serait déplacé. À tout hasard, une dernière question en passant. Elisabeth Cusian connaît-elle un dénommé Seidelman, Hermann Seidelman? Seidelman? Non. Cela ne lui dit rien. Il n'y a plus qu'à relâcher l'infirmière en la remerciant pour son précieux témoignage, lorsque voici que reviennent des détectives qui sont quand même, par principe, allés perquisitionner dans sa chambre. Et ils ne reviennent pas les mains vides. À qui appartient cette cravate à rayures, Madame Cusian? C'est à mon fiancé. Non. Non, la cravate n'appartient pas au fiancé d'Elisabeth. Madame Gertrude Seidelman reconnaît formellement l'objet comme étant la cravate portée par son mari Hermann le jour de sa disparition. On a trouvé beaucoup d'autres objets aussi cachés dans la chambre en plus de la cravate.
D'abord, des pièces de vêtements appartenant à la première victime. Un gilet de corps, une paire de chaussettes blanches, un chapeau, une veste, un pantalon, un pullover de laine, 2 caleçons, une paire de bretelles, une paire de souliers, un manteau, un mouchoir vert, une montre bracelet. Le tout également reconnu avec certitude par la famille Seidelmann. On a trouvé aussi des objets appartenant à Doris Merten. Des chaussures, un manteau de drap brun, un costume couleur rouille, un chapeau brun, un châle rouge, un sac à main marron, un manteau de taupe, 2 parapluies, un anneau d'argent avec topaz fumé et une veste de pyjama appartenant au mari de Madame Merten. Il y a également 2 sacs à dos où l'on relève des traces de sang humain, de couvertures, elles aussi tachées, ainsi qu'une mallette de bois portant des traces semblables. Un couteau de cuisine et des gants de caoutchouc soumis à l'examen du laboratoire révèlent qu'ils ont servi à la sinistre besogne que l'on sait. Élisabeth Cusion est donc officiellement arrêtée et elle passe aux aveux, en ce jour du 6 janvier, aveux qu'elle répétera devant le juge d'instruction en mars 1950. Entre-temps, elle aura tenté de se suicider dans sa prison en s'ouvrant les veines du poignet. Et quand on a sous les yeux le récit des actes qu'elle a commis et dont le souvenir devait la tenir éveillée, on comprend un peu qu'elle ait essayé d'échapper à toute cette horreur. Elisabeth Richter est née le 6 mai 1914 en Thuringe. Elle était la cadette de 6 enfants, son père fut tué en France comme simple soldat l'année suivante. Après être allée un peu à l'école, son premier emploi fut celui de bonne à tout faire dans une ferme. À 18 ans, elle est femme de ménage et fait la connaissance de Walter Cusian, qu'elle épouse à 20 ans à Berlin. C'est d'abord un mariage heureux, les Cusian vont avoir 3 enfants. Walter est mobilisé en 39, fait prisonnier, revient en 45, il retrouve Elisabeth bien changée. En effet, en 44, employée au foyer municipal d'enfants, elle s'est fait enrôler comme volontaire dans les services de santé et au cours des combats de Berlin, elle a été sérieusement blessée à la jambe. Cette blessure douloureuse lui a valu un traitement à la morphine et, comme cela arrive parfois, elle s'est accoutumée à cette drogue dont elle continue à user même une fois guérie. Elle est devenue infirmière dans un hôpital de Berlin, mais le ménage Cusian souffre de graves dissentiments, le divorce est prononcé en 1947. Depuis, Elisabeth vit dans sa petite chambre, ses 3 enfants sont en pension. Elisabeth n'aime plus tellement son travail et a donné sa démission à l'hôpital, d'où elle doit partir à la fin de l'année, le 31 décembre 1949. Pourtant, elle n'a aucune autre situation en vue. Comment va-t-elle vivre? Comment va-t-elle payer la pension des enfants? Elle ne le sait pas. Pour l'instant, elle n'a qu'une chose en tête. Un homme. Un homme que le rapport de police désigne sous l'initiale de M. Elle l'appelle son fiancé, bien qu'il soit marié, et elle ne vit que dans l'attente de ses courtes visites. En cette fin d'année, l'idée fixe d'Elisabeth est de trouver des cadeaux qu'elle va faire à ce fiancé. C'est ainsi que le 3 décembre, vers midi, elle se promène aux alentours de la gare du Zoo, dans l'espoir de réaliser quelques bénéfices par le change successif de monnaies occidentales contre monnaies orientales. C'est alors qu'elle avise un homme qui flâne lui aussi. Peut-être a-t-il de l'argent à changer. D'ailleurs, il n'a pas l'air d'être un de ces trafiquants auxquels on ne peut pas faire confiance. Il a plutôt l'allure d'un honnête homme, d'un commerçant. Elisabeth se décide à lui adresser la parole. Elle possède des Deutschmark de l'Est, il en a de l'Ouest. L'affaire est bientôt faite dans un coin discret. Elisabeth aurait aimé changer plus d'argent. Malheureusement, elle n'a pas la somme nécessaire sur elle. L'homme accepterait-il de la revoir plus tard, dans la journée? Oui, bien entendu. J'avoue que j'ai plus confiance en vous que dans les aigrefins que l'on voit d'habitude par ici. D'ailleurs, chère madame, pas plus tard qu'hier, je me suis fait rouler par l'un d'eux, sans me rendre compte de rien. L'homme note l'adresse d'Elisabeth sur son paquet de cigarettes et rendez-vous est pris pour le soir même, à 20h. Je m'appelle Hermann. Hermann Seidelmann, dit-il en prenant congé. À 20h, Elisabeth guette les bruits de la rue, car la propriétaire et sa mère sont à la maison. On frappe discrètement. L'infirmière ouvre vite la porte et fait entrer directement le commerçant dans sa chambre. Il quitte son chapeau, son manteau, s'assied près de la table. On commence à parler. Elisabeth est énervée et fatiguée, parce qu'elle s'est fait dans l'après-midi une piqûre de morphine. Elle prépare le café et s'administre discrètement une dose d'excitant.
Elle retrouve la forme et bavarde pendant 2 heures avec son visiteur. Puis, soudain, elle se lève tout en parlant, s'approche de la table de toilette qu'elle masque à Seidelman, le temps d'ouvrir le tiroir et d'en sortir une corde à linge, une corde sur laquelle elle a préparé un nœud coulant. L'homme lui tourne le dos, elle lui jette la boucle autour du cou et tire violemment en arrière. L'homme tombe, renverse la table, la chaise, et entraîne au sol Elisabeth. Mais elle tire tellement fort qu'il perd bientôt connaissance et elle l'achève rapidement. Personne n'a rien entendu car Elisabeth avait pris le soin de brancher la radio. Elle vide les poches de sa victime, jette une couverture sur le cadavre, ferme sa chambre et prend le tramway. Elle va chez une amie à qui elle emprunte une valise. À son retour, elle se fait une nouvelle piqûre de morphine, puis brûle le portefeuille avec les papiers d'identité de Seidelman ainsi que la corde à linge. Elle déshabille le mort, puis, pour pouvoir travailler à l'aise, elle redresse le divan contre le mur et prépare ses outils. Un scalpel, un seau d'eau et un plat. Puis elle commence le dépeçage. Le scalpel se brise, elle descend à la cuisine emprunter un couteau et elle se remet à l'ouvrage calmement, méthodiquement. À 3h15 du matin, elle a terminé. Elle reprend un médicament pour rester éveillée, puis elle nettoie soigneusement la pièce avec un chiffon qu'elle rince dans le seau d'eau dont le contenu disparaît bientôt dans les toilettes. Elle emballe les morceaux du pauvre Hermann dans la valise de son ami et dans 2 sacs à dos. Elle place les paquets près de l'entrée et remet de l'ordre dans la pièce jusqu'à l'heure du premier tramway. C'est par ce moyen de transport, puis à pied, qu'elle traverse la ville avec ses paquets pour aller en disperser le contenu dans différents secteurs. Pour Madame Mertens, ce fut aussi simple, aussi horrible, à quelques jours d'intervalle. Elisabeth avait projeté d'offrir à son fiancé une machine à écrire. Elle en avait négocié le paiement à crédit avec Madame Mertens, employée au magasin. Puis, le 26 décembre, jour de la livraison et du premier versement, elle se présenta fort ennuyée à la vendeuse, elle n'avait pas l'argent nécessaire, alors elle proposa à Doris Mertens de lui porter la machine à domicile et de prendre en gage l'argenterie qu'elle avait achetée déjà pour son ami. La tenue d'infirmière lui inspirant confiance, Doris Mertens accepta, d'autant plus qu'Elisabeth lui laissa la clé de la maison. Le scénario se déroula comme précédemment, mais au moment où Madame Mertens venait de rendre le dernier soupir, arriva le fiancé, qui venait fêter Noël à retardement. Elisabeth lui demanda d'attendre derrière la porte jusqu'à ce que les bougies de l'arbre de Noël soient allumées. Entre-temps, elle dissimula le cadavre sous son lit. À l'heure des cadeaux, elle remit à son fiancé un paquet de cigarettes, la machine à écrire et une surprise. Oui, une ménagère en argent de 48 pièces pour la femme du fiancé, laquelle ignorait bien sûr son existence. Puis, c'est humain, on gagna le lit sous lequel la malheureuse Doris commençait inconfortablement son dernier sommeil. Au matin, Elisabeth se leva la première, demanda instamment à son fiancé de ne pas quitter le lit avant qu'elle ne revienne de la salle de bain. Puis, elle lui prépara joyeusement son petit déjeuner et le raccompagna chez lui vers midi. Elle reçut plusieurs visites ce jour-là et ne put rester seule qu'à 21h30. Alors, elle recommença son travail de dissection, comme pour Hermann, mais il lui fallut attendre 3 jours, avec les horribles paquets dans sa chambre, avant de pouvoir les sortir sans être vue, ce qu'elle fit la nuit de la Saint-Sylvestre. Voilà le récit des crimes d'Elisabeth Cusian, reconnue parfaitement saine d'esprit, malgré l'abus des stupéfiants. Elle fut condamnée 2 fois à la détention perpétuelle. Oh, juste un mot avant de terminer. J'allais oublier de vous reparler de ces détails curieux qui ne cadrent pas avec la logique de ce rapport. Vous les avez trouvés? Avez-vous noté tout à l'heure que parmi les vêtements qu'elle avait ôtés à ses victimes, Hermann Seidelman et Doris Mertens, on avait retrouvé chez Elisabeth, entre autres, 2 caleçons pour Hermann, et pour Doris 2 manteaux, 2 parapluies et une veste de pyjama appartenant à son mari. Je vous l'ai dit, j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas vraiment comment les victimes pouvaient porter tout cela sur elles en venant chez l'infirmière. Oui, vraiment, c'était des victimes très, très habillées.
Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.